Bonjour à tous, merci d'être présents et de pouvoir assister à notre webinaire qui est dédié aujourd'hui au Cloud Atlassian. J'ai la chance d'être avec Stéphane Génin et Mathieu Truchot pour animer ce webinaire. Je vais donc laisser la parole à Stéphane qui va démarrer. Je t'en prie, Stéphane. Merci Aurélie. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour fêter un anniversaire. Ce sera l'introduction de ce webinaire. Ça fait 1 an qu'on s'est vu sur le sujet du passage en cloud des solutions Atlassian et aujourd'hui, c'est l'occasion d'un point d'étape. Donc après avoir célébré cette première bougie, nous répondrons à une question qu'on nous pose fréquemment qui est: combien de temps me reste-t-il pour passer dans le cloud ? On abordera ensuite les étapes, les risques et les opportunités d'une migration dans le cloud avant de vous présenter la démarche de SmartView pour vous accompagner. Et on terminera sur les coûts associés. Ça ne sera pas l'établissement d'un devis très, très personnalisé, hein, c'est juste pour sensibiliser chacun d'entre vous sur les principaux centres de coûts et ce qu'il ne faut pas oublier quand on est au début de son projet. Donc, commençons par cette célébration. Ça fait 1 an que Atlassian a fait ses annonces d'abandon de son offre serveur et du fait de pousser ses clients vers soit l'offre data center, soit l'offre cloud. Et à l'occasion de cette première année, on vous propose de faire un bilan de ce qui s'est passé. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que le calme est revenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le calme est revenu? C'est que suite à l'annonce d'Atlassian fin octobre 2020, on a eu beaucoup de questions qui se sont posées à nous. Vous avez tous été très inquiets. Il y a eu des questions sur est-ce qu'on doit tout arrêter? Est-ce que les solutions vont s'arrêter, etc. Et puis, les premières réponses ont été apportées et tout le monde est retourné à son travail du quotidien. Donc maintenant, les choses vont beaucoup mieux de ce côté-là. Deuxième chose, une équipe structurée s'est mise en place chez l'éditeur. Au début, on avait très peu d'interlocuteurs, en tout cas, ils n'étaient pas forcément très bien identifiés. Ce qu'on constate maintenant, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en charge de problématiques très spécifiques et qui répondent à des questions de façon très pertinente et très rapide. Ça va un petit peu avec, d'ailleurs, il y a la prise en compte d'exigences qui ont été un peu, à notre sens, sous-estimées au début. Bon, Atlassian étant une société américaine, les problèmes de confidentialité de données ou de stockage sur le territoire américain n'étaient pas forcément très importantes à leurs yeux, mais ils ont très vite pris conscience que, en Europe notamment, tous ces problèmes de RGPD, de résidence des données, de compatibilité avec des normes de sécurité, etc., étaient primordiaux. Et ils ont mis en place une vraie équipe prête à répondre à ces questions. Ils ont également de leur côté hébergement cloud, accumulé des certifications. Il y a quelques exemples qui sont donnés, mais je vous invite à suivre les liens qui sont présentés sur le slide pour répondre aux questions que vous pourriez avoir sur ces sujets. Et des plâtres essuyés, alors c'est surtout Mathieu parmi nous qui a essuyé ces plâtres, hein, parce que c'est lui qui a procédé aux premières migrations dans le cloud de certains de nos clients. Et on doit dire qu'entre la promesse qui était faite à cette époque de cliquer sur un bouton et d'avoir de façon magique toute son instance transférée immédiatement sur le cloud sans aucune modification particulière ni perte de données, et la réalité des choses, il y avait quand même un petit gap et les premières migrations ont été un petit peu héroïques. Voilà, tout ça maintenant, c'est fini. En tout cas, ça s'est bien amélioré. Et on peut maintenant estimer qu'on est dans un environnement plus calme. Alors, quelque chose aussi qu'on pouvait entendre il y a 1 an, c'est que le passage au cloud, finalement, c'était une décision d'Atlassian, que les clients n'avaient pas leur mot à dire et ne voyaient pas d'intérêt particulier au passage dans le cloud, et que s'il n'y avait pas eu cette volonté d'Atlassian, eh bien, finalement, le mode serveur était tout à fait bien, etc. Bon, il ne faut pas nier quand même que le cloud a de vrais avantages. Et celui qui vous en parle, c'est quelqu'un qui est plutôt de la vieille école. Hein. Donc, au début, ce n'était pas gagné dans notre esprit chez beaucoup de consultants chez SmartView. Mais on constate quand même
qu'il y a des gros intérêts. Par exemple, vous êtes à jour des fonctionnalités. C'est vrai que dans certains cas, ça peut faire peur parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'il y ait des changements qui se passent sur leurs instances. Malgré tout, ce qu'on constate, c'est que quand ces changements se font au fil de l'eau et de façon tout à fait légère, eh bien, les clients apprécient plutôt le fait d'avoir une mise à jour permanente. Le problème qui est lié à la fourniture de fonctionnalités et au changement de ressenti, c'est quand ça arrive justement de façon peu fréquente et très brutale avec beaucoup de fonctionnalités qui arrivent en même temps. L'autre chose aussi, c'est que Atlassian pousse ses clients dans le cloud, donc il y a certaines fonctionnalités qui n'existent que dans le cloud et qui n'existent pas aujourd'hui et qui n'existeront peut-être même jamais sur les autres offres et particulièrement Data Center. Autre avantage, vous profitez d'applications mobiles natives. Vous avez aussi des applications mobiles sur les offres serveurs et data center, mais celles du cloud sont beaucoup plus abouties et vous garantissent une expérience utilisateur bien plus intéressante. Enfin, vous bénéficiez de scalabilité, c'est-à-dire que si vous avez besoin de ressources supplémentaires, si vous avez des équipes qui grossissent ou des besoins, des usages qui s'intensifient, tout ça, ça va se faire de façon transparente sans que vous ayez besoin d'intervenir de votre côté. Vous ne vous souciez plus de l'infra. Chez certains clients, c'est pas vraiment un souci, parce que on a certains clients qui ont des équipes infra qui sont très très bien, qui connaissent très très bien leur métier, qui maîtrisent tout. Et puis on ne donnera pas de nom, mais il y a des sociétés dans lesquelles c'est plus compliqué. On voit bien que le cœur de métier de l'entreprise, ce n'est pas de gérer de l'infrastructure. Et donc, avoir quelqu'un qui le fait à sa place, franchement, c'est quand même pas mal. Et puis, vous ne subissez plus les montées de version non prévues à cause de failles de sécurité. Vous avez vu que si pendant des mois et des mois, on n'a pas eu beaucoup de failles de sécurité qui ont été remontées, là, depuis quelques mois, c'est plus le cas. On a quand même eu quelques alertes récemment. Alors, c'est pas toutes les semaines, mais c'est quand même de plus en plus fréquent. De plus, entre nous, Atlassian remonte maintenant des failles de sécurité hautes, de niveau haut, alors qu'avant, il ne remontait que les critiques. Alors, c'est peut-être dans un souci de transparence, c'est peut-être aussi pour dire, dépêchez-vous de passer sur le cloud, comme ça, vous ne recevrez plus ces mails qui font peur à tout le monde. Voilà, donc ils ont baissé leur niveau d'alerte. Donc, il faut s'attendre à plus de notifications de failles de sécurité. Bon, c'est quand même très perturbant ces failles de sécurité parce qu'il faut les comprendre, il faut les analyser, il faut se dire est-ce que ça a un impact chez nous, etc. Et puis derrière, on a des process de montée de version où il faut qu'on passe en câble, etc. Mais quand il y a une faille de sécurité, on va chanter le câble. Donc ça perturbe tout le monde. Et pour tout vous dire aussi, nous aussi, ça nous perturbe parce que comme chez beaucoup de clients, c'est nous qui faisons les montées de version, qu'il faut pas perturber les équipes, que ça doit être fait le week-end, la nuit, etc. C'est un petit peu compliqué quand on a plusieurs clients qui demandent en même temps à faire des montées de version urgentes. Donc, c'est quand même un gros avantage de pouvoir être plus serein sur ces aspects-là. C'est donc, on peut affirmer que le cloud Atlassian est devenu une vraie solution d'entreprise à ce jour. Ouais. Juste en complément, Stéphane, sur la partie fonctionnalité, sur les applications cloud Atlassian, non seulement vous allez être à jour, mais aussi, il y a une volonté d'Atlassian, je pense, de mettre en avant des nouvelles fonctionnalités sur le cloud uniquement. Je pense surtout à Jira Service Management. Pour ceux qui l'utilisent en serveur, quand on bascule en cloud, vous allez avoir pas mal de nouvelles fonctionnalités disponibles. Et voilà. Et quelques-unes aussi sur Jira Software, mais bon, on va pas les énumérer tout de suite. Et voilà. Il y a quand même des applications qui sont un peu plus riches. Enfin, c'est une volonté après marketing, mais des applications un peu plus riches côté cloud que côté serveur. Bon, question qui se pose maintenant, c'est combien de temps il me reste? Alors ça, en général, cette question, on nous la pose quand il y a un renouvellement qui se profile et dire, tiens, comme j'ai mon renouvellement dans 2 mois, est-ce que c'est pas le moment de passer au cloud? Alors, pour répondre à cette question, on va juste revenir très rapidement sur les échéances. La première qui est déjà passée depuis 1 an, c'est la fin des licences serveurs des solutions Atlassian. N'ayez pas peur, il y a toujours des licences que vous pouvez acquérir pour des plugins. Mais en revanche, vous ne pouvez plus acheter Jira, Confluence, Bitbucket, etc. en mode serveur. À partir du 2 février 2022, c'est-à-dire demain, vous ne pourrez plus changer de transutilisateur en serveur. C'est-à-dire que si vous êtes toujours en serveur, que vous n'êtes pas déjà dans un processus de migration dans le cloud,
et que vous avez besoin d'accroître votre usage des solutions Atlassian, c'est tout de suite qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il faut que je fasse un achat de tranches utilisateurs supplémentaires? Dans un an, 2 février 2023, fin des plugins serveurs, c'est-à-dire vous ne pourrez plus acheter de add-on pour vos instances serveurs. Et le 2 février 2024, c'est-à-dire dans 2 ans maintenant, la fin du support des solutions serveurs. Donc, première conclusion, c'est pas la peine de se précipiter. C'est pas la peine de se précipiter parce que vous avez encore du temps, vos applications elles vont rester supportées et vous aurez toujours la fourniture de correction de patchs de sécurité. Donc, vous resterez quand même, vous utiliserez encore des solutions stables et sécurisées. Sauf si vous prévoyez d'avoir de plus en plus d'utilisateurs ou vous envisagez des usages nouveaux, ce qui peut être dépendant. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous dites, mes solutions Atlassian, elles m'ont accompagné pour outiller mes process de développement et j'aimerais bien aussi les utiliser pour gérer mes entrées-sorties de personnel. Ça, c'est des choses qu'on a vues, donc c'est des vrais exemples. Ou dans le cadre d'une compagnie d'assurance pour gérer des process métiers, de gestion de dossiers d'assurance vie en déshérence, par exemple. Voilà, là, ça veut dire il va y avoir des nouveaux utilisateurs. Donc, il faut tout de suite prévoir d'être suffisamment bien dimensionné. Et envisager des usages nouveaux, c'est aussi peut-être acheter des nouveaux plugins. Donc, vous avez encore un an pour acheter des nouveaux plugins, mais au-delà, vous ne pourrez plus. Donc, déjà, vous avez quand même du temps pour décider de votre deadline. C'est-à-dire dire à partir quand est-ce que je veux faire ma bascule. Mais ça va vous servir à faire un rétro-planning et il faut avoir en tête la durée du projet. Alors, le chiffre entre 3 mois et 12 mois, c'est des chiffres qui sont donnés par Atlassian. Aujourd'hui, compte tenu du recul qu'on a, on peut dire que c'est pas exagéré. Parce que parfois, alors 12 mois, ça peut sembler énorme, mais ça veut pas dire que c'est 12 mois de travail à temps plein. C'est juste qu'il y a des choses à identifier. On en parlera tout à l'heure dans la démarche, dans les actions à faire. Il faut bien prévoir en avance les différentes actions qu'il faut réaliser pour être sûr de ne pas être surpris au moment où on décidera de basculer dans le cloud. Voilà, donc ça c'était le point sur le temps qu'il vous reste. Donc en gros, il vous reste suffisamment de temps, pour prendre votre temps. Mais il faut pas tarder dans le démarrage de la réflexion. Vous posez la question est-ce que je pars sur data center ou est-ce que je pars sur le cloud? Et puis qu'est-ce que ça va impacter? Qu'est-ce que je dois mettre en place, etc. Maintenant, on va parler des différentes étapes parce que peut-être que là vous vous dites ah oui, entre 3 et 12 mois, je comprends pas trop tout ce qu'il y a à faire. Alors, ne regardez pas trop ce slide-là, il est juste là pour vous montrer que parfois on a tendance à penser que faire une migration, c'est appuyer sur un bouton ou au pire faire un export et un import de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on a mis en gras. Réaliser la migration, c'est juste une étape. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Alors, on va pas, bien sûr, on va pas énumérer tout ce slide-là, mais retenez qu'il faut quand même s'y prendre en avance et respecter quand même des macrophases. Donc, juste qu'on détaille dans le slide suivant. Donc, l'évaluation, la planification, la préparation, les tests, bien sûr, c'est très important de tester pour vous rendre compte de la réalité parce qu'il y a quand même des choses qui changent. L'interface change quand même, il y a des fonctionnalités qui vont être différentes. Donc, c'est très important de pouvoir réaliser tous ces tests préparatoires pour faciliter la communication, l'implication des utilisateurs. Ensuite, il y a la phase de migration proprement dite, l'ouverture du service. Et puis, alors, le BAU, ça veut dire business as usual. Je ne savais pas au début, mais je pouvais le mettre en français, mais ça rentrait pas dans les cases. Donc, j'ai laissé comme ça. Bon. Après, on va dire, on retourne dans une exploitation comme celle que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire on ne se soucie plus trop des outils. Ce qui est important, c'est, vous voyez, tant que vous êtes en phase d'évaluation et ensuite quand vous serez dans les phases terminales, vous serez en relation directement ou indirectement avec des équipes d'Atlassian que vous connaissez aujourd'hui. Donc, les équipes qui gèrent la facturation, les licences, le support produit, qui deviendra demain le support cloud, qui sera votre interlocuteur, et puis le support commercial. En permanence, SmartView vous accompagne, en tout cas nous c'est ce qu'on souhaite, c'est vous accompagner en permanence
Ce qu'on voit là, c'est qu'on a 2 nouveaux profils qui se sont insérés et qui, eux, ne seront disponibles que pendant cette phase, enfin, qui ne sont dédiés que à cette phase de migration dans le cloud. Le Cloud Migration Manager, donc ce sont des gens de chez Atlassian. Le Cloud Migration Manager, c'est un chef de projet qui va s'assurer que le déroulé de la migration suit un flux normal, qui va aller chercher les bonnes ressources si nécessaire, qui va faciliter et fluidifier en fait cette aventure de migration. Et le Migration Support Engineer, c'est quelqu'un de plus technique qui, lui, va pouvoir résoudre des problèmes qui vont se présenter pendant l'opération, qui va pouvoir nous aider à débugger, etc. Il y a une originalité dans ces 2 profils par rapport aux autres, c'est que les autres, en général, peut-être même tout le temps, ça reste des gens qu'on n'a jamais rencontrés, sur lesquels il est très difficile de mettre un nom. Alors on le voit dans les tickets du portail, hein, on voit qu'il y a des noms derrière, mais en fait on ne sait pas vraiment si c'est des êtres humains. Alors que le Cloud Migration Manager et le Migration Support Engineer sont des gens qui sont nommés, avec qui on peut avoir des calls, on peut avoir des visios avec ces gens-là, c'est des vrais gens. Et sincèrement, c'est pas mal en fait. Rien que pour ça, je trouve que la migration cloud, c'est une aventure un peu originale qui est pas mal. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que ces personnes, je vous dis, donc on a cette capacité à être en contact direct et à monter des calls. Alors ça, c'est vrai, quand on est partenaire, ils le font pas nécessairement pour tous leurs clients. C'est aussi l'intérêt d'avoir d'embarquer un partenaire, c'est que outre le fait qu'on a cette vision globale de votre situation, c'est-à-dire qu'au-delà de l'action de migration, on sait qui vous êtes, on connaît votre historique, on sait ce qui est important pour vous, etc. Et puis, on vous supportait avant et on vous supportera après. C'est aussi que nous, on a cet accès privilégié à cette population chez Atlassian, outre également le fait que nous, on arrive à faire le lien entre le français et l'anglais, ce qui n'est pas le cas toujours chez tous les clients. Donc voilà, retenez qu'il y a quand même des étapes qui sont importantes et qu'il faut avoir en tête. Il faut pas les chanter. Et puis il y a quand même côté Atlassian une grosse équipe qui est mise en œuvre et qui nous supporte, nous les partenaires et donc vous indirectement les clients, pour réaliser, pour garantir le succès de cette migration. Alors, on va quand même avouer qu'une migration, comme toute migration, elle comporte des risques. Il y a peut-être d'autres risques, hein, on les a pas tous évoqués. Là, on a juste pris ceux qui nous semblent les plus évidents. Alors, les plus importants, soit parce qu'ils sont évidents, soit parce que on a tendance à les oublier. Alors, le premier risque qu'on a, c'est de perdre des données. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un risque, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez perdre des données. Donc, en fait, on le sait très bien qu'on va perdre des données. Mais c'est pas très grave. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été très grave. Parce que les données qu'on a perdues, déjà, maintenant, on sait très bien les anticiper. Donc, on a l'occasion de parler avec vous pour savoir est-ce que ces données sont importantes ou pas. Je vais prendre un exemple. On a fait une migration chez un client d'un projet qui était un projet Jira Service Management d'une solution serveur dans le cloud et on n'a pas pu récupérer les requests participantes. Enfin, on a vu que les participants aux requêtes ne pouvaient pas être récupérés. Pour le client, c'était important. Le fait de l'avoir alerté au préalable avant de faire l'opération et de s'en rendre compte a posteriori, ça a été quand même pris comme une preuve de maîtrise et on a trouvé une solution pour réintégrer les données. Donc, il aurait pu choisir de ne pas le faire. Il y a eu d'autres exemples dans lesquels on a décidé de ne pas reprendre certaines informations. À une époque, par exemple, on avait fait des migrations de projets Jira Software et on n'arrivait pas à récupérer l'ordre dans les backlogs et le client a convenu que c'était pas très grave. On a fait une photographie avant et puis on a repassé un quart d'heure à remettre les stories dans l'ordre. Donc c'est un risque, mais aujourd'hui on sait quelles sont les données qu'on peut perdre. On a pour la plupart des solutions de contournement. Certaines peuvent être manuelles, d'autres sont automatisables. On sait ce que ça coûte de récupérer ces données-là de façon, on va dire un peu plus artisanale. Et donc c'est vous qui allez décider. Est-ce que c'est important pour vous de récupérer ces données ou est-ce qu'au final c'est pas si important?
Donc, malgré tout, il ne faut pas le minimiser parce que ce qui nous est arrivé sur un ou deux exemples au tout début, sur les premières migrations, c'est que en utilisant l'outil qui était fourni par Atlassian, on a constaté a posteriori que des données étaient perdues et ça fait très très mauvais effet parce que même si ce ne sont pas des données très très importantes, le fait de le constater a posteriori sans avoir été prévenu, inquiète un peu en fait notre client qui se dit est-ce que par hasard on n'aurait pas perdu d'autres choses qu'on n'aurait pas vu. Donc ça c'est le premier risque. Le deuxième risque qui est très important et qui parfois lui qui peut être moins évident, c'est de perdre la confiance des utilisateurs. Ça c'est comme quand votre médecin vous dit ça va pas vous faire mal et puis qu'en fait ça vous fait mal quand même. C'est pas une très bonne chose. Il vaut mieux prévenir avant. C'est pour ça que si on anticipe très bien la perte de données et qu'on communique dessus, c'est pas si grave que ça. Par contre, assurer que ça va se passer sans douleur et constater a posteriori que ça n'a pas été le cas, ça va conduire vos utilisateurs à probablement, alors peut-être perdre la confiance dans SmartView, ce qui ne nous arrange pas du tout, mais peut-être aussi perdre la confiance dans l'équipe qui est en charge de l'administration des solutions Atlassian chez vous. Donc, c'est très important de garder ça en tête. Et puis, l'autre risque, c'est sous-estimer la charge et les coûts, parce que si c'est le cas, on risque de finir en mode sprint, c'est-à-dire on va essayer de bâcler un peu et ne pas traiter certains sujets qui sont très importants à notre avis, comme la conduite du changement, la préparation, les tests, etc., l'analyse préalable, et de se retrouver ensuite dans un mode pompier de nettoyage et de rafistolage, on va dire, d'une instance instable. Donc c'est très important de savoir estimer cette charge et ses coûts, parce que de cette façon-là, ça permet ensuite de faire des arbitrages, de décider où on met son budget. Voilà. Le propos n'est pas ici de dire que le coût va être prohibitif. C'est pas du tout ça. C'est dire, compte tenu de tout ce qu'on pourrait faire, voilà comment ça se décompose en termes de charges, et ensuite de voir ensemble quels sont les points que vous considérez comme étant prioritaires et ceux sur lesquels on peut décider que finalement on fera une impasse. Mais il y a aussi plein d'opportunités au passage en cloud. Et je suis bien content d'en parler aujourd'hui parce que c'est des choses qu'on voit parfois chez des clients qui utilisent Jira depuis pas mal de temps et puis qui ont plein d'irritants qu'ils traînent tous les jours, un peu comme le caillou dans la chaussure, dont on n'ose pas se séparer, mais dont on se dit quand même, ça nous empêche d'avancer plus vite, etc. Bon, finalement, comme là, on est sur un projet qui est peut-être, dans certains cas, plus ambitieux que ce qu'on avait estimé. Est-ce que c'est pas le moment d'essayer de tirer profit de ce projet pour résoudre des problèmes qu'on n'a jamais voulu résoudre préalablement? La première chose, si vous utilisez Jira depuis plusieurs années, peut-être que vous avez mis Jira, alors je parle beaucoup de Jira, excusez-moi, ça pourrait être Confluence ou Bitbucket, mais le problème se pose quand même davantage dans Jira. Admettons, ça fait 5 ans que vous avez mis en œuvre Jira chez vous et Jira était très très bien pour supporter vos process d'il y a 5 ans. Mais vos process ont évolué et pour différentes raisons. Parce que vous n'avez pas eu les budgets ou parce que vous n'avez plus les ressources, Jira n'a pas évolué de façon très proche, on va dire, de l'évolution de vos process. Et donc, au bout d'un moment, c'est quand même un peu pesant parce qu'il y a des tas de choses dont on se dit, ouais, c'est vrai que ce workflow, ça serait bien qu'il soit un peu plus simple, ce projet, ça serait bien qu'il soit divisé en deux. C'est pas forcément des choses qui prennent beaucoup de temps, mais on n'arrive jamais à caler ces jours-là dans un calendrier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire une cure de jouvence, c'est se remettre au goût du jour par rapport à aujourd'hui. C'est aussi nettoyer l'instance de plein de choses qui servent à rien. À une époque, on avait cru que c'était une bonne idée d'utiliser ce plugin parce que on nous a dit qu'il était génial, etc. Puis en fait, on voit que on l'utilise pas tant que ça. Ou alors, on a 3 plugins qui finalement font un peu la même chose, mais tous les ans, quand il s'agit de renouveler nos souscriptions, on se dit bon, en fait, s'il faut que maintenant, en 15 jours, je me demande si j'en ai besoin ou si j'en ai pas besoin, j'ai pas le temps, je ferai ça l'année prochaine, puis en fait, on le fait jamais. Ça, c'est une bonne opportunité, c'est une bonne occasion pour se reposer ces questions-là. Deuxième point, c'est reprendre la main sur son instance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi quelque chose qu'on constate assez fréquemment, c'est qu'il n'y a pas forcément une véritable équipe d'administration en place. Donc, l'outil est un peu administré par des bonnes volontés, plus ou moins bien d'ailleurs, avec beaucoup de choses redondantes,
voire dans certains cas on ne connaît plus en fait les profils, les règles de sécurité qu'on avait mis en place. Donc en gros, quand on a quelqu'un qui arrive, on lui donne tous les droits on le met dans tous les profils comme ça on est sûr qu'il pourra faire son travail correctement. Et ça conduit ensuite à des instances assez instables et difficiles à maîtriser. Donc ça, c'est une bonne occasion, d'autant plus qu'il y a des nouveaux niveaux d'habilitation qui existent dans les instances cloud. Vous avez des administrateurs de sites, des administrateurs de produits, etc. Donc, c'est une bonne occasion de redéfinir un peu la gouvernance sur l'instance. Et puis, réimpliquer les utilisateurs s'il y a besoin. Hein. On voit chez certains clients qu'il y a des utilisateurs qui considèrent un peu Jira comme une nécessité pas très agréable en fait, peut-être parce que l'outil n'est plus à jour par rapport à la façon de travailler. Donc, impliquer les utilisateurs dans la migration, c'est une bonne façon de renouer le dialogue avec eux, de leur refaire prendre possession de la solution en les impliquant dans son amélioration et dans sa cure de jour. Alors maintenant, on va vous parler de notre démarche et pour ça, c'est Mathieu qui va s'en charger parce que en fait, celui qui sait faire la chose, c'est lui. Okay. Bonjour tout le monde, merci Stéphane. Donc on va vous présenter un peu la démarche générale et puis la spécificité, ce qui fait la spécificité de la démarche SmartView. Juste petite remarque avant de me plonger dedans, j'ai un œil sur l'onglet questions, il y a déjà pas mal de questions, je vous remercie. On les traitera à la fin de la présentation, donc ne vous inquiétez pas si elles n'ont pas encore été répondues. On reviendra à la fin de la présentation. Du coup, voilà, on est reparti de la démarche du slide qui a déjà été présenté. C'est une démarche pour info qui a été mise en place par Atlassian et ils demandent à tous leurs partenaires de se conformer à cette méthode. Donc nous, on se conforme bien sûr à cette méthode, à savoir qu'à chaque fois qu'on lance un projet de migration vers le cloud, nous on contacte Atlassian dès le début du projet, dès la phase de cadrage, pour avoir un cloud migration manager dédié et s'inscrire dans cette démarche. Après, on va zoomer un peu. Je vous rassure, on va pas parler de tous les points de cette démarche, parce qu'il y en a beaucoup qui sont informatifs ou évidents. On va zoomer vraiment sur les deux points qui nous semblent les plus importants pour nous, c'est l'audit et la réalisation de la migration. Donc, on va détailler un peu ces deux points dans les slides suivants. L'audit de l'instance. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est de réaliser, donc ça va être sur quelques jours, sur 2 à 5 jours, en fonction de la complexité de votre instance, un audit. Cet audit, il va avoir deux grands pôles, un audit technique et un audit des usages. Dans l'audit technique, on va essayer de mesurer globalement la complexité de votre instance. Donc, quand on dit complexité, c'est un peu vague. La complexité de chaque produit, elle peut se nicher sur multiples éléments. Ça va être par exemple la volumétrie des données, le nombre de projets, le nombre d'espaces Confluence à reprendre, les workflows, comment sont utilisés des workflows, est-ce qu'il y a des conditions, des post-fonctions, des validateurs un peu avancés qui sont pas forcément toujours repris avec les outils de migration standard. Enfin voilà. On va regarder vraiment faire un audit assez détaillé de tous vos éléments de paramétrage, que ce soit les types de demandes, les workflows, les systèmes de permission aussi. Il y a quelques subtilités entre les systèmes de permission cloud et serveurs qu'il faut prendre en compte, les notifications, les champs personnalisés aussi, parce qu'on a plus ou moins de difficultés à migrer certains champs personnalisés. Donc voilà, c'est un audit, en gros, on va prendre tous les éléments de paramétrage de votre instance et on va essayer de les détailler un par un. On va s'intéresser aussi aux versions de vos produits serveurs. Pour deux raisons. Une première raison technique, qui est que les outils de migration assistant ne sont disponibles qu'à partir des versions minimales de produits. Par exemple, sur Jira, ça va être la version 7.6. Donc, si on n'est pas en 7.6, il faut prévoir en amont du projet de migration une montée de version. On va s'intéresser à ça aussi pour préparer la conduite du changement. L'interface cloud est assez similaire aux dernières versions de l'interface serveur. Par contre, si on part d'une version antérieure plus vieille, il y aura un gap en termes d'interface, en termes de fonctionnalité. Donc voilà, il faudra aider les utilisateurs à combler ce gap, les accompagner vers les nouvelles versions serveur. On va regarder aussi comment sont gérés les utilisateurs. Surtout si vous êtes intégré à un LDAP,
donc Active Directory, Azure AD, Google, etc., et que vous voulez conserver cette intégration dans le cloud. Dans le cloud, c'est pas une intégration directe, on passe par Atlassian Access. Atlassian Access, il fonctionne d'une manière assez spécifique et très différente des intégrations qu'on a en serveur sur les LDAP. Savoir qu'on va s'intégrer à des domaines. Donc, on va regarder avec vous, est-ce que vous avez un domaine, plusieurs domaines? Est-ce que vous avez des utilisateurs multi-domaines? Dans ce cas-là, comment on les traite? Est-ce que la qualité de vos données aussi que vous avez dans votre LDAP est satisfaisante? Parce que dans le serveur, globalement, on n'est pas gêné par ça. Par contre, quand on migre vers le cloud, l'email de vos utilisateurs va devenir leur clé d'identification. Donc, il faut qu'on ait un LDAP vraiment propre. Donc, chaque utilisateur a bien un email de déclaré et cet email est unique. Si on a un utilisateur qui n'a pas d'email, si on a un email qui est partagé entre deux utilisateurs du LDAP, la migration de tout le produit va être bloquée. Donc, voilà. Donc, on passe pas mal de temps en général à regarder les utilisateurs sources et la qualité des données de ces utilisateurs. Et enfin, le dernier élément, c'est les intégrations externes que vous avez pu faire sur vos produits serveurs. Ces intégrations, globalement, entre le serveur et le monde du cloud, il va falloir globalement, dans 90% du temps, les repenser pour passer via les API. Dans le cloud, vous aurez plus accès à la base de données de votre Jira. Vous pourrez plus difficilement, on peut plus difficilement aller chercher des données dans des bases de données tiers. Donc voilà, il va falloir passer sur toutes vos intégrations que vous avez pu paramétrer. Regardez comment elles fonctionnent en serveur, est-ce qu'on peut les répliquer en cloud? Et voilà. Ensuite, la deuxième partie de l'audit, ça va être un audit des usages. Donc cet audit des usages, on va chercher à mesurer la satisfaction globale des utilisateurs, les points d'amélioration sur lesquels on va pouvoir travailler ou pas pendant la migration, et les fonctionnalités critiques ou au contraire les fonctionnalités, j'ai envie de dire, un peu inutiles. Les fonctionnalités critiques, on va les identifier pour pouvoir bien les sécuriser pendant la migration, que ce soit pendant la phase de test et de démarrage post mise en prod. Et les fonctionnalités inutiles, on va voir du coup est-ce que derrière il n'y a pas des plugins que vous utilisez uniquement sur ces fonctionnalités et qui au final ne seraient pas utilisés en cloud. J'en profite, j'ai oublié, je suis désolé, dans la partie audit technique, pourtant c'est vraiment un gros morceau. On va regarder bien sûr vos plugins. Les plugins, quand on dit installer et utiliser, on va regarder surtout donc déjà quels sont les plugins que vous utilisez sur votre instance serveur, mais surtout est-ce que vous en servez vraiment? Quels sont les cas d'usage? Et derrière, est-ce que ces plugins existent en cloud, oui ou non? Est-ce qu'ils existent en cloud, mais est-ce qu'on n'a pas des fonctionnalités cloud, comme je vous disais tout à l'heure? Vous aurez quelques fonctionnalités supplémentaires en cloud. Je pense notamment en termes de workflow, en termes d'automation, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités vers le cloud. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces plugins actuellement serveurs? Et après, sur chaque plugin qu'on va inclure dans notre périmètre de migration, on va devoir identifier la meilleure façon de migrer ces données. Dans les outils de migration Atlassian, il y a certains des plus gros plugins sont embarqués, mais souvent ils sont embarqués partiellement. Il y a dans la plupart des cas des actions manuelles à réaliser, pré-migration, post-migration ou les deux. Voilà. À l'issue de cet audit, on va pouvoir définir du coup un périmètre de migration. Ce périmètre de migration, du coup, il va inclure les projets, les espaces Confluence, les repos Git Bitbucket que vous voulez migrer. On peut profiter de la migration pour dire tel projet est plus utilisé depuis 2 ans. Est-ce que ça vaut le coup de le migrer ou est-ce que je le migre mais je le mets dans une configuration un peu d'archive en vue de capitalisation des données ou d'audit ultérieur potentiel, ou est-ce que je reprends l'ensemble de mes données? À l'issue de cet audit, on va pouvoir définir aussi une stratégie de migration qui nous semble la plus adaptée, sur laquelle on va revenir dans le slide suivant. Et troisième élément, une charge de migration. Du coup, on va vous dire, voilà, pour votre migration, il faut prévoir 5, 10, 20, 30 jours, en fonction de tous ces éléments. Voilà, c'est les 3 objectifs de ces audits techniques et des usages. On va zoomer ensuite sur la stratégie de migration qu'on va pouvoir déterminer à l'issue de cet audit. Il y a 2 grandes stratégies de migration. C'est pas on peut les mixer, après il y a des variantes bien sûr sur ces 2 grandes stratégies de migration, même des mix possibles. Mais voilà, globalement les 2 grandes stratégies de migration, c'est la première, c'est l'utilisation du Cloud Migration Assistant d'Atlassian.
Donc, c'est des outils qui ont été développés. Il y a globalement actuellement un Cloud Migration Assistant sur Jira Software et sur Confluence. Sur Jira Service Management et Bitbucket, ils sont annoncés dans les prochaines semaines. Ces outils, la promesse de ces outils, c'est de pouvoir migrer l'ensemble de nos données et des paramétrages en quelques clics. Donc, bien sûr, c'est la promesse. On a eu le cas sur des instances très simples, sans beaucoup de plugins, on a pu le faire en quelques clics. Bien souvent, cependant, il y a quand même pas mal d'actions manuelles et d'actions complémentaires, on va dire. À savoir que ces données, dans tous les cas, on va pas tout reprendre, donc on est obligé de regarder, d'anticiper un peu pour savoir ce qu'on va prendre. Par exemple, je prends quelques exemples, ça va être les tableaux de bord ne vont pas être migrés avec les assistants. Les tableaux agiles multi-projets, les données des plugins, bien sûr, de tous les plugins ne vont pas être embarqués. Donc tous ces éléments, on va devoir, même si on utilise ces Cloud Migration Assistants, les anticiper et les prendre en compte dans notre stratégie et dans notre planning de migration. L'utilisation de ces outils, de ces migrations cloud, de ces assistants de migration, c'est une bonne idée si globalement vos utilisateurs sont satisfaits de l'instance, si l'instance serveur est plutôt propre, et voilà, et que globalement ça roule, et vous voulez juste reproduire le fonctionnement actuel en cloud, en profitant pour optimiser quelques trucs, mais sans changement radical sur vos instances, sur vos produits. La deuxième stratégie de migration qu'on a développée chez SmartView, c'est globalement l'utilisation de scripts qui permettent de ne pas récupérer le paramétrage, mais uniquement les données. Donc concrètement, comment ça se passe? On paramètre l'instance cloud en amont de la migration, avec l'ensemble des éléments, donc les projets, les types de demandes, les workflows, les champs, voilà, l'ensemble, tous des éléments de configuration qu'on va appliquer. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va aller chercher les données, on fait un export JSON, il y a une petite étape de mapping, et on réimporte les données avec les pièces jointes dans l'instance cloud cible. On peut aller, c'est des outils, c'est des scripts qu'on a développés depuis plusieurs années, qu'on a déjà un peu éprouvés sur plusieurs projets. Donc on arrive maintenant à vraiment maîtriser la reprise et à aller reprendre pas mal d'éléments d'historique, des tickets, un peu à l'équivalent de ce qu'on arrive à faire avec les assistants de migration Atlassian. Et cette stratégie, elle va être surtout adaptée dans le cas où vous voulez vraiment profiter de la migration pour repenser vraiment vos instances et vos produits cloud. Voilà. Donc, les deux grandes façons de migrer. Voilà. Je vais repasser la main maintenant à Aurélie qui va nous présenter du coup les coûts associés à la migration. Merci Mathieu pour toutes ces explications. Alors effectivement, il y a les coûts qui sont liés à la migration et notamment les coûts qui sont directement liés aux licences Cloud Atlassian. Il faut savoir que la plupart d'entre vous, vous êtes des clients serveurs avec, vous les avez achetés ces licences-là avec un droit d'utilisation perpétuel. Le cloud correspond à une souscription, donc un abonnement qui peut être soit mensuel, soit annuel. L'abonnement mensuel aujourd'hui est proposé uniquement par Atlassian et donc avec un paiement via PayPal ou CB en dollars. Et l'abonnement annuel, vous pouvez tout à fait par Atlassian. Continuez aussi de nous confier la gestion de vos licences. À savoir, et c'est important, que l'abonnement annuel vous fait économiser 2 mois de souscription par rapport à l'abonnement mensuel. Concrètement, par expérience, l'abonnement mensuel est très très peu utilisé. Il est plutôt utilisé dans les petites structures, soit quand on est éloigné d'un palier utilisateur, soit quand il y a une activité avec des forts écarts entre le nombre d'utilisateurs d'un mois sur l'autre, ce qui est assez rare. Donc l'abonnement mensuel est souvent écarté. C'est plutôt l'abonnement annuel que choisissent nos clients. Vous avez aussi une grosse différence de coût entre les offres standard, premium et entreprise. Donc, qui sont les 3 offres aujourd'hui proposées par Atlassian. Je le précise, quand est sortie l'offre cloud, je crois en 2015, on ne parlait pas de ces 3 offres-là. Et concrètement, l'offre standard correspond à l'offre initiale lancée par Atlassian. L'offre premium aujourd'hui embarque plus de fonctionnalités et des fonctionnalités qui peuvent s'avérer être très importantes chez nos clients. Alors je vais en évoquer quelques-unes. On peut parler des automations, des environnements bac à sable également,
d'Advanced Roadmaps qui est intégré uniquement aujourd'hui dans Jira Software Premium et entreprise, et Insight aussi, pour ceux qui connaissent, qui est utilisé avec Jira Service Management uniquement aussi en offre Premium ou entreprise. Il faut savoir donc que l'offre Premium coûte en moyenne 2 fois plus cher que l'offre standard. Donc, il vaut mieux l'anticiper au départ quand on lance sa migration et de pas être surpris dans le mauvais sens du terme en se disant mince, j'ai mal estimé mon budget, on est parti sur une offre standard. Bien évidemment, on peut upgrader entre-temps vers l'offre Premium, mais il vaut mieux l'avoir en tête dès le départ. L'offre entreprise, elle est dédiée plutôt aux grosses structures, puisque le palier minimum d'utilisateurs est pour 800 utilisateurs. Donc, on est sur des coûts assez conséquents aussi en termes de coûts associés aux licences. Concernant l'offre cloud, vous allez pouvoir quand même bénéficier de paliers intermédiaires en termes de tranche user. Je prends un rapide exemple puisque je vois que les minutes défilent et qu'il faut aussi laisser du temps pour les questions-réponses. Je prends un exemple donc pour un client qui est en serveur aujourd'hui, qui a un peu plus de 250 utilisateurs, mais qui va plutôt frôler les 300 users. Ce client-là a dû impérativement été obligé de souscrire la licence pour 500 utilisateurs et le coût d'acquisition était à l'époque de 32 800 $. Aujourd'hui en cloud, on peut viser le palier à 300 utilisateurs et on est sur un budget inférieur à 19 500 $. Donc c'est quand même aussi important d'avoir en tête que des paliers intermédiaires sont disponibles en cloud. Ensuite, vous avez quand même aussi des versions d'essai gratuites qui sont disponibles et proposées par Atlassian. Je rentre un tout petit peu dans le détail. Ces versions gratuites sont disponibles sur tous les produits et tous les plugins. À savoir que pour les produits Atlassian, vous pouvez bénéficier d'une version d'évaluation gratuite jusqu'à la date de fin de maintenance serveur actuelle. Donc c'est important, si votre date de fin de maintenance est au 31 décembre 2021 par exemple, dès le 1er janvier 2022, vous pouvez prendre une version d'évaluation gratuite de Jira Software, par exemple, jusqu'au 31 décembre 2022, soit 12 mois. Et ça vous permet aussi d'être plus serein par rapport à votre projet de migration. En revanche, c'est important, je le précise aussi, sur les plugins, cette période gratuite d'évaluation est limitée à 30 jours. Alors, il vaut mieux enclencher la période d'activation du plugin vraiment quand on a lancé son projet de migration. Après, c'est vrai que nous, par expérience, on sait que on a souvent besoin de plus de 30 jours. On vous l'a dit, un projet de migration, c'est entre 3 et 12 mois. Donc, appuyez-vous aussi sur un partenaire. On a des relations avec les éditeurs tiers et on a la capacité de pouvoir prolonger ces versions gratuites pour les plugins également. Et enfin, par rapport au coût, vous pouvez aussi bénéficier, si vous correspondez aux critères Atlassian que je vais énumérer juste après, vous pouvez bénéficier des Cloud Loyalty Discounts si vous avez souscrit une licence serveur ou data center d'ailleurs avant le 2 février 2021, donc le 2 février dernier, et que vous êtes toujours sous maintenance le jour où vous enclenchez votre souscription cloud. Donc, si vous êtes dans ce cas-là et, pardonnez-moi, et c'est important, que vous migrez vers une tranche 1000 users plus, alors vous pouvez bénéficier de ces loyalty discounts, à savoir 40% de discount sur les produits Atlassian pour une souscription effective avant le 1er juillet 2022. C'est assez proche dans le temps. Et 20% de discount sur le renouvellement de cette souscription avant le 1er juillet 2023. Donc c'est quand même important aussi de l'avoir en tête. Si ma date de fin de maintenance serveur c'est le 31 mars 2021, donc 2022, pardonnez-moi, il faut l'enclencher pour être toujours sous maintenance et bénéficier de ce discount avant le 31 mars 2022 et non plus le 1er juillet 2022. On y reviendra si vous souhaitez échanger plus en détail. Je vais laisser la main à Stéphane pour nous parler des autres coûts associés à la migration. Bon, je vais essayer d'aller vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que le seul dans le chiffrage de l'audit, de la réalisation technique et de la conduite du changement, la seule chose qu'on est capable sur laquelle on est capable de s'engager de façon fixe, c'est l'audit de l'instance, même si ça peut changer d'une entreprise à une autre. Il y a des entreprises qui sont plus petites ou avec des cas d'utilisation beaucoup plus simples. Donc,
ça, on sera capable, si vous le souhaitez, de vous dire combien de jours sont nécessaires pour réaliser l'audit. Ensuite, en fonction de l'audit, on pourra définir la charge nécessaire pour la réalisation technique. Quand je dis la charge nécessaire pour la réalisation technique, ça sera des choses qui sont discutées avec vous. C'est-à-dire qu'en fonction du budget que vous êtes prêt à allouer et de ce qu'on aura relevé pendant l'audit, on arbitrera ensemble sur ce qui doit être réalisé, ce qui pourrait l'être si on a encore du temps, et sur ce qu'on décidera de ne pas faire. Et puis, ce qu'il faut absolument pas négliger, c'est la conduite du changement. Bonne nouvelle, la première étape du conduite du changement, c'est l'audit de l'instance, parce que comme l'a expliqué Mathieu, nous, on pousse beaucoup sur les audits d'usage, donc s'assurer pendant cet audit que les gens sont satisfaits de votre instance actuelle, et puis voir aussi qu'est-ce qu'on va leur proposer d'autre lors de la réalisation de la migration, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai observé. Quand on fait uniquement un projet de ce type pour des raisons, enfin, en tout cas, quand on met en avant uniquement des avantages techniques, c'est assez difficile d'obtenir l'adhésion des gens parce que forcément, vous allez perdre des données, forcément. Donc, c'est l'occasion, si vous voulez que ça se passe bien, de collecter des souhaits d'amélioration et de prendre en compte ces souhaits d'amélioration dans la réalisation de la mission. Et ça, c'est un critère de succès de toutes nos missions de migration. Tout à l'heure, Mathieu a dit que ça faisait plusieurs années qu'on avait développé des scripts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces scripts, on les utilise aussi quand on fait des reprises d'autres produits. Et on insiste beaucoup quand on fait des changements d'outils sur le fait d'apporter de la valeur supplémentaire et pas juste de dire on change d'outil parce que celui vers lequel on va, donc Jira en l'occurrence, va nous coûter moins cher. Il faut qu'on apporte de la valeur aux utilisateurs et c'est ça qu'on met ici dans la conduite du changement. Voilà, donc on va s'arrêter là pour la présentation. Il nous reste une dizaine de minutes pour les questions. Sachez que s'il y a des questions qu'on n'arrive pas à couvrir, on vous enverra les réponses. Mais du coup, Aurélie, est-ce que... Oui, je vais reprendre la main juste pour poser la question, peut-être plus orientée vers Mathieu. Alors, première question, ne trouvez-vous pas que les mises à jour régulières de cloud sont un frein à l'adoption du cloud Atlassian? Alors, c'était notre crainte, mais dans les faits, j'ai tendance à dire non. On a parfois des clients, des questions des clients qui ont des petites questions sur des menus qui changent, mais ça va plutôt être de l'admin, de l'interface admin que de l'interface vraiment utilisateur. Sur l'interface utilisateur, il y a eu 2 grosses mises à jour l'an dernier sur Jira et sur Confluence. Sur Jira, c'était la New Issue View qui a vraiment, ça a été une façon de repenser l'affichage des demandes. Donc ça a été vraiment structurant pour l'ensemble des utilisateurs. Et sur Confluence, c'était un nouvel éditeur de texte, pareil, avec une interface qui impactait l'ensemble des utilisateurs. Ces 2 changements-là, ils ont été vraiment anticipés par Atlassian. Il y a eu pendant des mois des petits pop-ups sur les écrans des utilisateurs. Au début, c'était attention, vous allez bientôt basculer sur la New Issue View, voir cette même demande dans la New Issue View. Donc l'utilisateur pouvait cliquer pour avoir une idée de ce que allait donner la New Issue View. Après, il y a eu une période où c'était l'inverse, où du coup, on arrivait par défaut sur la New Issue View, et il y avait un petit bandeau qui pop-upait en haut, revenez sur l'ancienne vue si vous êtes plus confortable avec. Après, il y a eu un bandeau, attention, l'ancienne vue ne sera plus disponible à compter du 31 mars, etc. Donc voilà. Du coup, pour répondre à la question, je dirais plutôt que non. On a plutôt les gens, c'est des petits changements, donc les gens au fil de l'eau, donc les gens les acceptent plutôt bien. Et sur les changements structurants, il y a quand même un accompagnement. Atlassian est conscient de cette limite entre guillemets du cloud, et du coup accompagne vraiment les utilisateurs dans ces changements. Merci Mathieu. Autre question. Bonjour, auriez-vous un listing de pertes de données constatées lors des migrations passées? Alors, c'est pour moi aussi ça. Je dirais que non, parce que ça va dépendre de chaque cas en fait, et de la période à laquelle on fait la migration. Je m'explique, il y a des assistants de migration que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont en constante évolution. C'est d'ailleurs un petit souci, parce qu'entre le moment où on fait les tests et où on fait la prod, des fois il y a des mises à jour des assistants, et ça c'est pas très confort quand on run en prod sur un produit différent de la recette. Mais bon, bref, ça c'est un autre point. Du coup, ces assistants, ils s'enrichissent au fur et à mesure. Et du coup, Atlassian nous fournit en entrée un listing de ce qui est migré et de ce qui est pas migré. Ces listings qui sont en constante évolution. Ça va être par exemple des formats de champs spécifiques. Je pense aux champs URL qui n'étaient pas migrés pendant très longtemps. Je sais pas trop pourquoi, mais du coup, on a eu des clients qui voulaient quand même migrer leur champ URL. Donc, ce qu'on a fait dans ce cas-là, on a migré avec l'assistant de migration.
Et après, on est allé via CSV faire un export CSV des champs spécifiques. On est allé recharger côté cloud ce CSV. Ça va être aussi, c'est pas des données, mais ça va être des petites post-fonctions, des conditions qu'il y a dans les workflows qui fonctionnent pas de la même façon en serveur et en cloud et qui du coup ne peuvent pas migrer automatiquement. Donc ça c'est pareil, tant qu'on les a anticipés avant, on peut poser la question est-ce qu'on les reproduit en cloud ou au final est-ce que finalement on n'en a pas vraiment besoin en cloud. Donc voilà, donc non il n'y a pas de listing. Ce listing on va le faire sur chaque projet et il va évoluer en fonction des données qu'on a à migrer et de la méthode qu'on utilise et de la version de l'assistant qu'on utilise si on utilise l'assistant. Puis après, il y a également tout ce qui concerne les données de plugins, hein, parce que il y a des plugins qui ont des fonctionnalités qu'on ne peut pas migrer. Par exemple, dans ScriptRunner, il y a toute une partie qui s'appelle Behaviors qu'on ne sait pas migrer. Après, il y a des plugins dont on ne sait pas migrer les fonctionnalités, mais c'est pas grave parce que ces fonctionnalités, elles ont été réintégrées d'une façon ou d'une autre dans Jira. Donc, alors, je corrige juste un tout petit peu ce que dit Mathieu. En fait, quand il dit qu'il n'y a pas de listing, c'est vrai qu'on ne fournit pas de listing, mais néanmoins, nous, on utilise un super outil chez Smartbus qui s'appelle Confluence. Et en fait, à chaque fois qu'on fait des migrations, on capitalise là-dedans. Donc, on a cette liste de tout ce qu'on a rencontré et comment on s'en est sorti. Est-ce qu'on a abandonné l'idée parce qu'on a convenu avec le client que ça ne valait pas le coup? Est-ce qu'on l'a redéveloppé d'une autre façon? Par exemple, sur ScriptRunner, c'est super important, ScriptRunner, il y a plein de clients qui l'ont. On va vous dire, oui, ScriptRunner, ça fonctionne en cloud parce que quand vous allez sur le site, vous voyez qu'il existe. Sauf que les scripts, c'est pas les mêmes. Donc, en fait, il faut les redévelopper. Certains, on ne peut pas le faire. Donc, toute cette information, on l'a. Quand on parle avec vous et quand on fait cet audit, on est capable après de vous dire, voilà, dans vos données et dans votre usage, ce qui ne pourra pas être récupéré. Autre question, pardon. J'ai des plugins qui ont été développés par des intégrateurs. Est-ce que je peux les transférer? Alors, je dirais non, probablement pas. À 99%. Parce que si ce sont des plugins qui s'installent sur l'instance, vous ne pouvez pas installer de plugin sur l'instance cloud. Pourquoi? Parce que Atlassian garantit la disponibilité de la plateforme. Donc, il ne laisse pas installer n'importe quoi. En revanche, Atlassian a mis à disposition une forge qui permet de développer ses propres plugins. Donc, ça ressemble un peu, si vous connaissez Salesforce à AppExchange, on peut redévelopper les plugins, on peut les faire héberger, mais c'est un redéveloppement. Merci Stéphane. Est-ce que je peux connecter les applications cloud à mon Active Directory? Oui. Et il y a une autre question sur la façon de faire. Voilà. Sur on va répondre là-dessus. Alors du coup, on peut se connecter ou pas sur le cloud. Vous allez avoir globalement les mêmes options que sur serveur pour la gestion des utilisateurs. Vous allez pouvoir soit gérer vos utilisateurs en interne sur un répertoire interne dans Jira, donc créer vos utilisateurs. Vous créez votre utilisateur, login, vous mettez un nom d'utilisateur, un mot de passe, un email et hop, c'est parti. Deuxième façon, c'est de se plugger sur le LDAP, sur un Active Directory, un Azure, un Google. Là, ça va fonctionner assez différemment. Ça va être avec Atlassian Access et on va s'intégrer à des domaines. Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais pour répondre à la question, on peut s'intégrer au LDAP en cloud. On peut gérer ses utilisateurs en interne aussi et on peut mixer bien sûr les deux. On peut avoir plusieurs répertoires utilisateurs pour avoir par exemple ses utilisateurs de son entreprise sur le LDAP et puis ses fournisseurs ou son partenaire Atlassian par exemple en interne sur ses produits Atlassian. Dernière question, peut-être, il nous reste 2 minutes. Ne devrait-on pas attendre le dernier moment pour passer sur le cloud, fin 2022 par exemple, pour que les assistants soient complets? Pas évidente, hein? Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que si tout le monde fait ça, et que d'un seul coup, il y a 30 000 sociétés dans le monde qui se mettent à passer sur le cloud en décembre 2022, je pense qu'il va y avoir d'autres problèmes qui vont se poser. Parce que derrière, il faut quand même assurer en termes de support côté Atlassian, parce que mine de rien, même si les assistants s'améliorent, c'est quand même jamais tout ça fait en un clic. Moi, je dirais... admettons, par exemple, que vous soyez dans une situation dans laquelle vous soyez sur une instance super propre, avec pas de plugin, et que finalement les assistants d'aujourd'hui vous permettent de passer dans le cloud
en toute sérénité, enfin, il n'y a pas de raison d'attendre le dernier moment. Oui, en tout cas, c'est pas ça qui doit vous guider. Donc, en fait, je dirais, il n'y a pas de raison de différer les phases de préparation et d'audit. Donc, on peut commencer là-dessus et ensuite se dire, effectivement, on est dans une situation super propre. On a la garantie qu'on récupérera tout. Maintenant, c'est vous qui décidez. Et à ce moment-là, plutôt se fixer par rapport à votre date de renouvellement pour optimiser le côté financier. Donc, je dirais, c'est un peu au cas par cas qu'on peut répondre à cette question. Il va être midi. Ouais, alors malheureusement, parce qu'il y avait quand même des super questions. Oui. Mathieu, oui, si tu veux bien mettre le dernier slide, comme ça les gens qui nous connaissent peut-être pas encore auront nos coordonnées pour pouvoir nous recontacter. On a bien listé l'ensemble des questions. On pourra y répondre. Il y en a, c'est difficile de répondre par écrit. Mais si, par exemple, il y a une question sur le positionnement d'Atlassian par rapport au cloud de confiance. Bon, déjà, les données stockées en France, ça n'existe pas chez Atlassian. Aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais sincèrement, ils n'en parlent pas. Donc, partons du principe que les données ne seront pas hébergées en France. Elles sont stockées en Irlande, en Allemagne. Pour l'instant, je crois que c'est tout sur le territoire européen. Vous pouvez choisir à quel endroit elles sont stockées, parce que dans certains cas, l'Irlande pose problème. Donc, bon, c'est la réponse actuelle. Assujetti au droit français, vous savez bien, alors personne ne le dit vraiment, mais vous savez bien, comme c'est une société américaine, de droit américain, il y a toujours un risque, hein, mais voilà, au même titre que Microsoft, au même titre que Google, au même titre que toutes ces sociétés-là. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est que les données ne peuvent pas être utilisées par la société. Alors, elles peuvent pas être utilisées par la société Atlassian parce qu'elles sont encryptées et ils ne possèdent pas, ils ne peuvent pas accéder aux données. Mais bon, voilà, il y a eu des cas où quand la NSA, elle impose à une société de fournir des données. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais il n'y a pas vraiment de réponse. Il n'y a pas de réponse ultra précise là-dessus parce que dès lors que ça passe par une société de ce type-là, enfin par une injonction de ce type, y a pas, nous déjà, on peut pas s'engager à la place d'Atlassian. Les seuls engagements d'Atlassian qui existent sont ceux qui sont documentés dans les liens qu'on vous a fournis tout à l'heure, qui continuent à se mettre à jour. Il y a quand même des sujets sur lesquels, voilà, ils ne vont pas au-delà de ce sur quoi ils peuvent s'engager. Maintenant, c'est quelque chose qui les préoccupe. C'est quelque chose qui les préoccupe et ils ont un niveau de réponse qui est, je dirais, identique à ce qu'on peut trouver chez des éditeurs comme Oracle, comme. Alors j'ai entendu, alors après je ne veux pas passer des heures dessus, mais c'est quand même un sujet moi qui m'intéresse parce qu'au début les réponses qu'on nous avait fournies étaient tellement évasives que c'en était même gênant, et on ne pouvait pas les retranscrire vis-à-vis de nos clients tels quels. Maintenant aujourd'hui on voit bien que c'est quand même une prise de conscience chez eux. Moi j'ai entendu qu'il y a un éditeur que je ne nommerai pas qui répond à cette question en disant, c'est un éditeur cloud, un gros éditeur dans le domaine de l'ITSM, qui répond à cette question en disant, nous, on vous garantit que si on a une injonction de la NSA ou de la CIA ou de je ne sais qui, on vous préviendra avant pour que vous puissiez venir supprimer vos données. Donc, en fait, voilà, les sociétés ne garantissent pas qu'ils ne devront pas un jour mettre à disposition des données qu'ils hébergent. Merci Stéphane. Midi 2, on est presque dans le timing. Si vous souhaitez donc nous contacter, vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas. Si vous souhaitez également recevoir la présentation PowerPoint, sachez qu'on a aussi enregistré avec un peu de retard cette présentation. Merci à tous d'y avoir participé et on répondra aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre pendant la séance. Merci à tous. Excellente journée. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.